table. Une émission proposée par Hype FM. Dans la grande famille de Chênes, cette association humanitaire qui existe depuis environ 30 ans, Chênes France constitue un élément déterminant qui, durant 3 décennies, a apporté beaucoup d'argent et surtout beaucoup d'espoir. Chênes France, c'est surtout la braderie traditionnelle qui, cette année, change de lieu et de période. Et c'est de cette braderie que nous parlerons aujourd'hui, mais surtout de l'action de Chênes, des réalisations de Chênes depuis ces 30 années, de l'évolution de Chênes également, bien entendu, avec les représentants de Chênes France, Orhan Toufanian, Simon Acharian et Hovhannes Kulcheyan. Messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous cette année pour une grande émission. On a l'habitude d'aller très vite, un samedi, en 20 minutes, de parler de la braderie, mais c'est l'occasion de parler de Chênes d'une manière large et longuement avec vous, messieurs, et surtout de dire 30 ans, c'est quand même une vie très longue, des gens qui forment, et on le constate, on le voit, une grande famille, la grande famille de Chênes. Donc, Orhan Toufanian, comment cette aventure a commencé, et surtout l'occasion de parler aussi des autres Chênes, je ne sais pas si on peut dire à travers le monde, en tout cas Chênes Arménie, et puis peut-être Chênes Géorgie. C'est une opération qui a commencé à la croisée de 2 événements. D'une part, le tremblement de terre, et puis l'aide humanitaire qui était à ce moment-là destinée à l'Arménie, et puis le mouvement du Radabar. Et donc c'est à la croisée de ces 2 événements que ici à Paris, un certain nombre de militants ont décidé de monter une organisation, une association qui n'était pas tout à fait humanitaire. Il y en avait d'autres qui faisaient ce travail très bien et qui n'était pas une organisation politique au sens partisan du terme. Et donc nous avons monté en 1989 cette association Chênes, au modèle d'une certaine manière de ce qui venait de se créer en Arménie, une association en Arménie, c'est une ONG montée avec des étudiants et des professeurs de l'école polytechnique de l'époque, physiciens, mathématiciens, etc. Et donc, une année après avoir eu des contacts avec eux au moment du tremblement de terre, nous avons décidé de monter ici en 89 une association qui a été déposée en 1990 et puis qui depuis travaille pour à la satisfaction, j'espère, de la population arménienne, pas seulement de l'Arménie, mais de l'ensemble du Caucase. C'est-à-dire, puisque vous l'avez cité, il y a Chênes qui existe en Arménie, mais on a aussi une branche Chênes en Artsakh, on a une branche Chênes également en Géorgie. Alors pourquoi, évidemment, Artsakh, Géorgie, Arménie, on comprend très bien. La France, c'est super. Pourquoi que la France? Pourquoi elle ne s'est pas internationalisée, cette association? On le fait en fonction des... disons qu'on a de très très nombreux contacts en Arménie autour du bureau d'études de Chênes Arménie, avec des associations qui sont à l'étranger, au Canada, aux États-Unis, voire plus. Et il n'y a pas eu nécessité, chacun ayant monté sa propre organisation, on n'est pas là pour démultiplier les choses. On n'a pas trouvé la nécessité de le faire, bien qu'il y ait eu quelques tentatives. On a essayé en Angleterre, mais ça s'est finalement épuisé. Donc on est resté en France. Notre souci est plutôt un travail concret en direction de l'Arménie, de l'Artsakh. Alors, Hovhannes Kulcheyan, si on tente de résumer et de chiffrer l'apport de Chênes France depuis ces 30 années, est-ce qu'on peut parler de chiffres déjà? Oui, bien sûr, mais avant tout, je voulais remercier IPFM pour cette première émission pour nous qui durera plus d'1 heure. Donc, nous pourrons développer nos activités et puis nos projets. Évidemment, nous pouvons déjà à ce jour
évaluer en termes de chiffres notre rapport à travers les réalisations que nous avons donc effectuées en Arménie, en Artsakh et en partie au Djavar pour plus de 1 200 000 euros durant ces 29 années. C'est donc l'apport cumulé en argent ou en aide. Alors c'est en argent qui se traduit en réalisation sur le terrain, en termes de projets réalisés. Alors la question, Simon Acharian, qui se pose, c'est de savoir d'où vient cet argent. Parce que la braderie, on peut imaginer 30 années de braderie n'apporte pas 1 200 000 euros. Non, effectivement, la majorité des ressources vient, en tout cas pour les premières années, de la braderie elle-même et au sein de la braderie, d'une partie qui est très importante, qui est l'artisanat, le développement de l'artisanat en Arménie. Je peux l'évoquer si vous voulez. Au départ, ça s'est passé comment? Ça remonte un peu. Donc, on vous a dit que France avait été créée en 1990. La braderie elle-même a vu le jour à peu près 2 ans après, et l'artisanat et le développement de l'artisanat a été confié à l'origine à notre ami Zalmoui Torossian, donc qui avait une grosse partie artistique en elle, puisque ça se fait partie de sa formation, et qui se rendait chaque année en Arménie. Cette année, donc, c'est le 27e anniversaire de cette braderie. Zalmoui allait donc en Arménie chaque année, elle est restée quelques semaines, et elle a assuré le lancement, la mise en place, mais également le développement de l'artisanat. Alors, quel était son but? Le but était, au départ, le but était double. Il fallait faire connaître et reconnaître en France, en présentant leurs travaux, les artisans que l'on rencontrait là-bas et pour lesquels on voulait voir développer leur travail et leur art. Le deuxième point, c'était de les encourager dans leur art en leur apportant un soutien moral, bien entendu, mais surtout financier. Chaque euro que l'on apportait là-bas, et à l'époque c'était encore des francs, était très important pour eux puisqu'il leur permettait. Ohan a rappelé tout à l'heure que ça avait démarré en 90, donc c'était après le tremblement de terre, après l'indépendance, donc la situation économique était quand même assez tendue. Il fallait donc leur apporter des ressources, et nous étions, en tout cas Zalmoui était attendue, j'allais dire comme le Messie, mais pour une femme c'est peut-être difficile, mais elle était attendue chaque année avec beaucoup d'impatience, car elle apportait quand même, j'allais dire, une manne financière pour eux. Alors, on va parler de l'apport de chêne et de la braderie à l'artisanat en Arménie, mais une fois que les produits sont amenés en France, est-ce que la braderie, c'est le seul lieu et temps où on fait de la vente? C'est-à-dire, les ressources financières viennent d'où? Est-ce que c'est que la braderie, Rovan Esculché? Non, il n'y a pas que la braderie, parce que nous avons également évidemment l'image de la braderie en termes de ressources, mais nous avons également des bienfaiteurs, des donateurs tout le long de l'année qui n'oublient pas donc l'association et qui nous permettent également d'apporter un complément à la recette et au bénéfice de la braderie. Et puis, dernièrement, on peut quand même citer que nous avons eu la possibilité d'avoir un legs grâce à monsieur Édouard Atamian, qui est de la famille de nos membres Nelly et René Martaillan, qui nous permettra certainement, durant l'année prochaine, de réaliser de très très beaux projets en Artsakh et en Arménie. Alors, il y a un message qui vous est passé par Oui, il y a autre chose, effectivement, qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous essayons malgré tout, à travers nos possibilités de présenter de l'artisanat et des livres, de nous présenter dans certaines localités, par exemple comme à Clamart, où il y a une organisation annuelle de la journée arménienne, et qui nous permet également, durant cette journée, de présenter l'artisanat et les livres. Alors, on va parler de la braderie tout à l'heure, on va parler d'ambiance, Bien de sûr. livres, d'auteurs, de ce qu'on peut manger également pendant... D'ailleurs, on mange très bien. Oui, c'est ce qu'on nous dit. Mais si je vous pose la question, quels ont été ou quel a été le moment pour chacun de vous le plus fort sur le plan
de l'émotion pendant ces 30 années. Qu'est-ce qui vous a bouleversé en Arménie, en Artsakh ou ailleurs, Simon Acharian? Moi, ça fait 10 ou 12 fois que je vais en Arménie. Pour Chêne, j'étais allé 2-3 fois avant. Moi, ce qui m'a bouleversé, c'est de voir, mais comme tout le monde, je pense, le changement que l'on voit aujourd'hui à Yerevan. Il y a 25 ans, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de chauffage. Aujourd'hui, tout est devenu moderne. Yerevan est devenu la vitrine de l'Arménie. Le problème, c'est que Yerevan occulte tout le reste des problèmes de l'Arménie proprement dite, à savoir les campagnes. Et c'est justement dans l'objet de Chêne de développer, de promouvoir la vie dans les campagnes pour que les habitants, donc a priori des paysans, restent sur leurs terres, n'aillent pas gonfler le flot, j'allais dire, des émigrés travailleurs qui vont à Yerevan, quand ce n'est pas pour aller en Russie ou dans d'autres pays. Tout notre travail est axé sur le fait qu'on veut garder les gens au pays, sur leurs terres. Ça passe par des activités immobilières, on a construit des maisons, ça passe par la construction de dispensaires, on en reparlera, ne qui ne passe ma pêche, parce que l'aspect médical est très important. Quand vous êtes malade à la campagne, avant il fallait aller à Yerevan pour ceux qui avaient les moyens, et puis les autres, ma foi, on vous avez raison de rappeler ça, parce qu'on va évoquer tous vos projets, on va pas en occulter aucun, parce que pour montrer à quoi ont servi les 1 million et quelques euros et votre travail au quotidien, parce qu'il faut rappeler que, comme je le disais, c'est une famille qui bosse toute l'année pour récolter quelques euros pour cet objectif de venir en aide justement à ces gens, et vous avez raison de rappeler la situation dans les campagnes. Owen Toufanian, votre moment d'émotion dans la vie de Chêne? J'en ai eu beaucoup, mais je dois dire que ce qui m'a beaucoup touché, c'est de voir que les vergers que nous avions plantés, créés finalement, sur des terres qui étaient inexploitées. C'est-à-dire, c'est des terres où il y avait 20 cm de terre et en dessous, vous aviez 40 cm de pierre. Tous ces terrains ont été nettoyés et ont donné lieu aujourd'hui à une plantation, enfin à des plantations, puisque au total nous avons planté l'équivalent de 7000 arbres fruitiers. Et nous avons créé parallèlement, nous avons construit 32 séchoirs de fruits pour avoir des fruits secs. Et je dois dire qu'avoir vu les terrains quand il n'y avait rien, sinon des arbustes qui avaient 10 cm de haut, et quelques années après de voir des abricotiers qui ont 4 mètres de haut et qui produisent à n'en plus finir des fruits, je pense que ça, c'était pour moi un événement touchant, d'autant que sur les régions où nous avons planté les vergers, il n'y avait rien. Mais dès lors que nous nous sommes installés, eh bien, ça a donné des idées à beaucoup d'autres de créer des vergers. Et donc, aujourd'hui, à côté de nos vergers, on a d'autres vergers, c'est-à-dire des régions qui étaient arides, mais arides comme le désert. On parle de quelle région, là? Là, on parle de la région d'Alkina, c'est-à-dire ce sont des régions qui sont plus ou moins frontalières de la Turquie. C'est-à-dire là où il y a, je vais le dire comme ça, pas de manière mesquine, mais c'est la région des Sasunsi, quoi. Oui. Et donc, c'est un miracle. C'est un véritable miracle sur ce qui a fait. On a amené de l'eau avec des canalisations. Enfin, il y a eu un travail gigantesque de fait. Et là, je crois que ça, c'est une belle réalisation. Ça n'est pas la seule. Parce que ça, c'est surtout l'initiative de Chêne Arménie, et avec l'aide financière que nous avons apportée, comme d'autres d'ailleurs, nous n'avons pas été les seuls. Mais là où nous avons des projets authentiques qui sont les nôtres, nous avons, je me souviens, la première année, c'était pendant la guerre, il y avait les gens de Pertazor qui étaient isolés, et qui craignaient si les forces azéries arrivaient de se retrouver coincées, et nous avons, sur un pont qui était détruit, nous avons fait installer un tapis sommaire, mais un tapis qui permettait aux gens de sortir du piège dans lequel ils se trouvaient. C'était la première chose, c'était en 1993. Avec donc peu de moyens, mais ça a été fait. Et puis, il
il y a des projets tels que le village de Yernajur, qui est le village le plus éculé d'Arménie, c'est-à-dire celui qui se trouve à la frontière entre la Géorgie, au croisement de la Géorgie et de la Turquie, une région froide, enfin vraiment difficile à vivre. Nous avons reconstruit des maisons qui étaient les maisons des anciens Turcs Meşket qui sont partis dans les échanges de population qu'il y a eu. Et là, on a sur une trentaine de maisons qui étaient détruites. Hein. Quand je dis détruites, c'est-à-dire il restait des pans de murs, plus de toiture, plus rien d'autre. Et on a reconstruit 15 maisons pour 15 familles. Et on a mis l'adduction d'eau sur toutes les maisons et l'électricité, qui n'existait pas. Donc aujourd'hui, les gens sont avec des sanitaires, etc., ce qui n'existait pas auparavant. On peut même peut-être dire qu'on a sauvé un village, parce que je me souviens d'anciennes émissions. C'était pas un village arménien. Oui. Non, mais on a reconstruit un village, même s'il y a encore beaucoup à faire. Hein. L'école, le grand bâtiment de l'école, qui est le bâtiment communautaire, a été retapé grâce à une autre association. Et nous y avons contribué en refaisant le gymnase et une partie des classes. Voilà. Donc ça, c'était une opération déjà qui a permis de réinstaller des populations. Et puis il y a ce qui était cité tout à l'heure à Delkin Pazmapert, c'est pas loin de Tallinn. On a sur un ancien bâtiment administratif, nous avons fait la totalité d'un dispensaire, du haut en bas. Et ça a coûté plus de 100 000 euros en tout. Hein. Oui. 140 000. 140 000. 140 000. Simon. Et on peut dire qu'aujourd'hui, ça permet à la population locale d'avoir un lieu de santé qui n'existait pas auparavant. J'en ai d'autres, encore des exemples. Mais... Alors, votre moment d'émotion, parce qu'on va parler d'émotion, mais à travers les émotions, ce sont des réalisations qu'on est en train d'évoquer. Oui, absolument. Il y a certainement plusieurs moments d'émotion, pour moi en tout cas. Je peux peut-être en sortir un moment, c'est au moment du conflit encore. Nous étions quelques-uns à essayer d'aller en Artsakh. Pour essayer de voir ce que l'on pouvait projeter en termes de rénovation, de reconstruction de maisons dans les villages de Spidagachen, Harar, etc. Et malheureusement, on n'a pas pu y aller à cause du conflit. Et nous sommes restés sur la frontière et vraiment, malheureux de ne pas pouvoir passer le cap pour aller en Artsakh. Et nous avons décidé à ce moment-là, à quelques-uns, malgré tout, de continuer quelques projets, mais pas en Artsakh, mais dans le Zangezur. Et nous avons décidé de construire des maisons à Khoznavar et Netkin Khonzores pour les réfugiés d'Azerbaïdjan. C'était un moment fort parce que on est reparti de là en disant on espère quand même retourner en Artsakh. Et quelque temps après, effectivement, nous avons pu retourner en Artsakh et voir non seulement les maisons construites à Khoznavar et à Netkin Khonzores, mais également les maisons rénovées dans les villages de Spidagachen, Harar et aux alentours Aravnadoun. Et là, c'est un moment extrêmement fort puisque après un voyage un petit peu, revenu avec des regrets, et retourner en voyant les villages avec les maisons reconstruites, c'était vraiment un moment d'émotion forte. Et bien sûr, il y en a d'autres. Alors, essayons de présenter à nos auditeurs aujourd'hui les réalisations dont vous avez commencé à parler, mais en termes de lieu, comme vous le souhaitez, ou de type de réalisation. Parlons justement de l'artisanat. On replonge dans l'artisanat avec Simon Acharian. Donc moi, ma question, tout d'abord, c'est de savoir, quand on dit artisanat, les artisans, ce sont des gens de régions spécifiques, ça peut être de partout. Comment vous les détectez et quels sont les critères de choix pour que ces produits soient vendables aussi en France? Alors, je dirais qu'à l'origine, donc on parlait de Zalmi Torossian, elle y est allée un peu en pionnière là-bas, elle a rencontré des gens, elle a lié connaissance, et c'est par le bouche à oreille qu'elle a commencé à connaître des artisans. C'était vraiment des artisans. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, les artisans avec lesquels nous avons travaillé
n'étaient pas, j'allais dire, des spécialistes dans ce domaine-là. C'était, comme l'a rappelé Ohan, c'était donc après 90, et tous ces gens-là étaient des universitaires. Par exemple, le brodeuse de Naples, Wart, était ingénieur en physique. Notre bijoutier Ludwig a une formation d'architecte. Un troisième exemple, c'est Tamara, je ne donnerai pas les noms, était également ingénieur en physique. Alors, Wart, par exemple, Ludwig, par exemple, aujourd'hui, sont sollicités de manière, pas constante, mais non exceptionnelle, par la présidence de la République pour effectuer des œuvres d'art que l'on remet aux officiels étrangers quand ils viennent en Arménie. Tamara, par exemple, elle a fait un tableau en fil de soie et en or qui représente la Seine, et à la demande du Catholicosat, il leur a été remis, il leur a été offert. Aujourd'hui, au niveau des jeunes, c'est un peu différent. Ils n'ont plus, ils ont évidemment une formation supérieure, mais ce sont de jeunes artistes qui ont été formés dans des instituts ou des écoles de beaux-arts. Alors, on les rencontre comment aujourd'hui ? Aujourd'hui, ce qu'on fait, donc on fait comme Jean-Louis avant, on va à Yerevan, on fait évidemment, on utilise le bouche à oreille avec les gens que l'on connaît, mais surtout, d'une part, on essaye d'aller dans d'autres villes, c'était le cas à Gumri, c'était le cas à Vanadzor, mais la grande majorité de nos artistes, j'ai failli dire artisans, ce ne sont plus des artisans, ce sont vraiment des artistes aujourd'hui, on les rencontre à Yerevan ou aux alentours de Yerevan. Ce sont ces jeunes gens que l'on rencontre, je peux citer des noms, dans les bronzes, il y a David, Céramique Alexander. Alexander, par exemple, c'est un jeune homme qui a 35 ans et donc qui fait beaucoup de céramiques que vous retrouverez dans notre braderie, qui sont extrêmement originales. Ça représente les thèmes du soleil, de la nuit, qui sortent des thèmes traditionnels arméniens à notre demande pour s'adapter, j'allais dire, au goût un peu occidental. Alors justement, en Arménie, on a l'impression, peut-être une fausse impression, que tous ces travaux artisanaux que l'on retrouve aussi au vernissage, tout se ressemble. Est-ce que Chêne encourage la création, à travers l'exemple d'Alexandre peut-être, mais est-ce qu'on peut encourager la créativité pour s'adapter aux marchés internationaux ? Absolument, c'est ce que l'on fait. En tout cas, depuis 3-4 ans, par le bouche à oreille, par les artisans que l'on connaît, on a fait connaissance avec des jeunes et même des groupes de jeunes. Je citerai également Sylvain et Jacob. L'un est peintre, l'autre est sculpteur sur bronze. Et vous verrez leurs œuvres à la braderie, et il faut venir parce que c'est absolument magnifique. Ces deux artistes qui sont sculpteurs et peintres ont été découverts en 2016. Ils forment un groupe dont les thèmes principaux de départ dans leur esprit sont la pensée et la réflexion. Et à partir de là, si vous voulez, ils utilisent des techniques nouvelles. Bon, le bronze, on connaissait, mais ils allient le bronze avec le verre, et ils se distinguent par des œuvres qui incluent le mouvement, le caractère arrière et la légèreté, si vous voulez, dans l'art d'aujourd'hui. Bon, pourquoi ? Ils ont également un autre atout que n'avaient pas les anciens artisans. Aujourd'hui, il y a Internet, il y a les moyens de communication moderne, et surtout, ils arrivent à aller à l'étranger et ils font des expositions à travers le monde. Certains viennent en France, il y a une biennale des arts arméniens à Lyon, qui va devenir plus une biennale, mais une quadriennale. Ils sont allés à Berlin cette année, ils sont allés faire des expositions à Beyrouth, certains vont aux États-Unis, donc ils ont des idées qu'ils prennent partout. Alors, mais il y a un autre problème, oui. C'est que en diaspora, on n'a pas probablement encore acquis l'idée ou la pratique d'acheter du made in Armenia. Donc, comment encourager cet élan ? Pour ça, il faut des lieux. Donc, la braderie, c'est génial. Mais une fois que la braderie est passée, parce que la braderie, c'est les 10 et 11 novembre, il faut rappeler les dates. On va parler des lieux tout à l'heure, du lieu, mais comment faire pour que nous ayons un réflexe d'acheter certaines œuvres ou même de la nourriture made in Armenia ?
Je dirais que c'est pas ce que je souhaiterais moi, c'est que ce ne soit pas simplement un réflexe, mais une réflexion. C'est complètement différent. Et effectivement, on a la braderie, mais elle dure 48 heures. Donc je dirais que la commission qui s'occupe de l'artisanat a d'autres idées. Par exemple, mettre sur Internet l'ensemble de nos produits en indiquant les prix pour que les gens puissent avoir un accès à tous nos produits. Et également, on avait pensé à une exposition, alors c'est encore dans les esprits, c'est pas du tout encore réalisé, où on ferait venir ces jeunes artistes, notamment d'Arménie, pour faire une exposition à Paris, pourquoi pas itinérante, avec leurs œuvres qui sont vraiment modernes et qui valent vraiment le déplacement. C'est quelque chose d'exceptionnel, notamment cette année. Qu'est-ce qu'il reste à faire, avant de parler de la braderie, pour encourager davantage l'artisanat? Avec combien d'artisans travaillez-vous, par exemple, cette année? Cette année, on a dû travailler avec une cinquantaine d'artisans. Mais sur les 50 artisans qu'on a aujourd'hui, on en a une bonne quinzaine qui sont des jeunes, qui ont entre 25 et 40 ans. Et c'est la nouveauté pour nous, elle est là. Et on va s'orienter de plus en plus vers ce type d'artistes, plus d'artisans. Je ne veux plus parler d'artisans, parce qu'ils ont vraiment dépassé ce cap. Et moi, je recommande vraiment à nos auditeurs de venir voir toutes ces œuvres, parce que vraiment, ça vaut le déplacement. Pas simplement le détour, mais le déplacement. Est-ce que ces artisans ou ces artistes gagnent bien leur vie? Est-ce que c'est important de se poser cette question, parce que la contribution de la diaspora, c'est aussi pour encourager à produire, à créer. Et pour créer, il faut vivre dans la dignité. Il faut déjà vivre dignement. Voilà. Alors, ils ne vivent pas très bien, mais ça, c'est malheureusement pas une surprise. Et on est là pour ça, pour les encourager à vendre leurs œuvres. Alors, je dirais que le pendant de cette réflexion, c'est de se dire, s'ils vont à l'étranger, les prix ne sont pas les mêmes dans des salles d'exposition qu'à la braderie. Et ça, je voudrais que les gens qui viennent nous rendre visite aient conscience que quand on vend une pièce en bronze, 400 ou 500 euros, la même pièce dans un musée ou une exposition française, à l'étranger, c'est encore pire, c'est au minimum entre 1500 et 2000 euros. Alors, on nous dit souvent vos produits sont chers, mais j'aimerais simplement que de temps en temps on puisse comparer avec l'argent qu'on dépense dans les expositions qui sont faites en France avec des artistes français et surtout par des organisateurs français. Et ça serait une manière de les aider parce qu'on apporte de l'argent. Par exemple, depuis des années, quand on arrive soit sur le vernissage, parce qu'on achète quand même quelques produits sur le vernissage, je dis encore quelques produits parce qu'on en achète de moins en moins, parce que malheureusement le vernissage devient plus en plus une index du marché aux puces plutôt qu'un lieu d'artistes, de vrais artisans. On est attendu vraiment comme le Messie. Ils ont besoin de notre argent, ne serait-ce que pour acheter la matière première. Et il nous est arrivé, par exemple, que les artisans ou les artistes touchent notre argent en avance pour pouvoir commander la matière première pour pouvoir fabriquer quelque chose, pour réaliser des œuvres pour le compte de chaînes. Justement, ces produits que vous apportez en France, ils sont achetés. Ils sont achetés, bien sûr. Vous ne les rendez pas si la vente ne s'effectue pas. Non. On ne rend rien du tout, pour deux raisons. Je dirais d'abord parce qu'on n'en vend quand même pas beaucoup. Et puis, au-delà, je dirais, du rôle que l'on a en Arménie en tant qu'acteur moral pour les soutenir, on a un rôle également, je veux dire, économique, social ou sociétal. Ça va. Aujourd'hui, on en est arrivé à ce point-là. C'est très très important. Et quand on voit, on reparlera tout à l'heure, on parlait d'émotions. Moi, une de mes grandes émotions, ça a été l'inauguration du dispensaire à Nerkin Pasmabert, parce que ce jour-là, quand on est arrivé, en tout cas, moi j'étais dans les étages, j'étais pas à côté du préfet, les gens sont venus m'embrasser pour me remercier. Mm-hmm. Et j'avoue qu'il y avait bien longtemps que j'avais pas pleuré. Donc ça, c'était dans le Harakat Zoden.
Absolument. Alors, parlons de projets, Ovan Esculcheyan, Ovan Toufanian. Quelles sont les autres réalisations majeures? On a parlé de cette région voisine ou frontalière de la Turquie et de la Géorgie, les 15 maisons. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est un gros projet parce que les maisons coûtent cher. Vous avez dépensé beaucoup d'argent sur ce village. Mais quels sont les autres grands projets de Chênes France? On peut dire que sur ces dernières années, sur les 3 dernières années, on a d'une part, ça s'est étalé sur plus d'une année, fait l'adduction d'eau du village de Martuni, qui est le village Martuni, attention, celui Arménie, qui est à côté de Jambarak. C'est-à-dire c'est le nord du lac Sevan. C'est juste derrière les montagnes, c'est la frontière également avec l'Azerbaïdjan. Donc là, on a refait l'adduction d'eau pour la totalité des maisons, ce qui était quand même assez gigantesque. Et puis, nous avons utilisé les locaux d'une école qui, dans le passé, avait à peu près 170 élèves et qui n'en a plus aujourd'hui qu'une petite centaine. Nous avons récupéré le rez-de-chaussée pour créer une maternelle. Et donc, de toutes pièces, on a créé une matérielle qui, je pense, est l'une des plus belles maternelles d'Arménie, on peut le dire, parce qu'on a fait des efforts sur la qualité et puis pour sortir un peu du concept qui était l'ancien concept soviétique qu'on voit un peu partout sur la construction. Donc, il y a cette première réalisation. Et puis, cette année, nous venons de terminer, il y a quelques mois, la rénovation du gymnase de cette école. Donc, ce qui fait que les enfants de Martuni aujourd'hui peuvent bénéficier d'un terrain de sport fermé, y compris pour l'été et pour l'hiver. C'est un village de combien d'habitants? Martuni, c'est un peu compliqué de vous dire combien d'habitants, puisque on a côte à côte un certain nombre de villages. Et c'est plutôt ce qu'il faut, c'est la région de Jambarak en fait. Alors, combien d'habitants? Là, on est sur quand même quelques milliers d'habitants. Il y a beaucoup de gens autour aussi qui viennent. C'est des régions habitées. Il n'y a pas de problème. Il y a moins de monde. Il faut quand même le noter que du temps de la période soviétique avant l'indépendance. Il y a quand même des gens qui sont partis, en particulier en Russie pour travailler. Mais il reste du monde. Alors il y a un vaste projet gouvernemental de l'ancienne direction politique du pays qui voulait regrouper les écoles de 17 villages pour... bref, ça on ne sait pas encore avec les nouvelles autorités ce qu'il en sera. Toujours est-il que l'école a aujourd'hui sa maternelle, elle a son gymnase et dans les projets qui nous restent en fonction de ce que nous auront comme recette dans l'année, peut-être se posera la question de la rénovation des classes. Peut-être. Mais il y a d'autres projets. Ça, c'était pour Martuni. Nous avons l'année dernière refait un gymnase, le gymnase complet avec les vestiaires, avec les sanitaires, etc., de l'école numéro 1 de Martakert, qui était une grande école, mais où l'état de l'école est en situation là, on parle de Martakert. Là, c'est Martakert au Rarabar. Oui. Qu'est-ce que je peux rajouter pour cette année? Ovan Esculcheyan. Oui, dans les projets, il y en a d'autres. Je voulais simplement ajouter à ce que vient de dire Ovan sur le projet de Martuni, c'est que nous avons eu, vous parlez tout à l'heure de bienfaiteurs et de donateurs, pour ce projet-là, une subvention du ministère de la Culture française pour faire cette école maternelle et pour rénover et restaurer le gymnase, une somme de la Fondation Bulukian. Donc, vous voyez, tout à l'heure, vous demandiez d'où venait... Et puis un don important de la famille Bardasarian, l'ancien responsable des scouts arméniens. Pour l'école maternelle. Au nom de ses parents. Et des donateurs aussi importants pour le gymnase de Martakert de la famille Garbis Merzenchian. Donc, voilà, en plus du bénéfice effectué par la Bardrie, il y a les donateurs et bienfaiteurs et évidemment des institutions comme la Fondation Bulukian, le ministère de la Culture, voilà. Ce sont les projets en dur. Mais on a, par exemple, l'an passé, finalisé l'acquisition... Chênes Arménie a aidé à la constitution de la coopérative agricole de Pertavan. Pertavan, c'est dans le Davouch.
C'est juste à Pertavan, c'est un village où une partie du village était longtemps inaccessible aux paysans locaux, tout simplement parce qu'ils étaient dans la ligne de mire de ceux qui en face sur le village azéri leur tiraient dessus. Donc souvent même, les travaux agricoles s'opéraient la nuit pour éviter d'être la cible. Et donc là, il y avait des vergers et notamment des vignes. Et donc là, Chênes Arménie a constitué une coopérative agricole. Et nous avons amené notre contribution a été d'acheter en notre nom un tracteur et du matériel agricole qui va avec le tracteur et le mettre à disposition de la coopérative. Voilà, ça c'était une opération quand même importante parce que pour nous c'était une première, c'est pas du dur qu'on a construit, mais on a acquis en notre nom un tracteur, du matériel agricole et on l'a mis à disposition. Donc c'est Chênes Arménie qui se charge de la maintenance, de l'utilisation de ce tracteur. Là c'est la coopérative directement avec nous. Le contrat est entre nous et la coopérative agricole. C'est-à-dire, et chaque année, enfin puisque ça s'est fait pour la première année une fois, on a le résultat de la coopérative. Au cas où un jour il y aurait quelques difficultés, on reprendrait le tracteur pour le redonner à une autre organisation agricole en Arménie. Mais enfin bon, là il n'y a pas de problème, ça se fait. Très bien. Alors justement, vous parliez, Ovanes Kucheyan, tout à l'heure de ces dons, et peut-être qu'une réflexion, tout à l'heure on disait comment créer ce réflexe d'acheter du Made in Armenia. Peut-être qu'il faudra aussi encourager les gens à réfléchir à peut-être apporter ce geste, un don au nom des parents pour immortaliser leur mémoire. Et quel beau geste de relier la mémoire de ses parents à un acte de générosité en Arménie pour les enfants, pour leur développement. Ce serait quelque chose à faire ancrer dans les esprits. Oui, alors effectivement, nous avons eu quelques exemples concrets sur ce sujet avec notre ami Magda Sarian qui est au nom de ses parents, Gabi Smetrici au nom de ses parents, le legs à Tabian qui certainement nous permettra de faire et rénover et construire des écoles ou des maternelles. Donc effectivement c'est un sujet peut-être sensible que l'on peut peut-être développer et certainement réussir à condition de montrer, et c'est ce que nous faisons depuis des années, la réalisation des projets en Arménie et en Artsakh. Oui, je pense que on peut poursuivre et accentuer cette notion-là. Mais je voulais revenir au niveau des réalisations et de l'émotion. Parce que bon, au fur et à mesure de l'émission, il y a des moments qui reviennent. Et un moment d'émotion, c'était pour moi, entre autres, nous avons eu un projet de rénovation des toilettes de l'école de Hadrut, la très grande école de Hadrut, en Artsakh, où il y avait des toilettes pour les enfants à l'extérieur. Alors des toilettes, vous pouvez pas un dessin. À l'extérieur. Donc les enfants, en hiver, devaient sortir des classes et aller se soulager à l'extérieur, porte fermée, porte ouverte, enfin à tout vent. Nous sommes bagarrés pour faire détruire ces toilettes à l'extérieur et imposer des toilettes, comme on peut en avoir ici, à l'intérieur de l'école. Et un moment d'émotion était, pour moi, de voir les enfants dans cette école-là, puisque nous les avons visitées, profiter des toilettes. Enfin, c'est peut-être un sujet secondaire, mais je pense que les personnes qui visitent l'Arménie comprendront bien de voir ces enfants donc profiter des toilettes à l'intérieur et surtout de voir les toilettes extérieures détruites. Et là, c'est un moment d'émotion pour moi. Alors, pour dire que le moment des toilettes peut être un moment d'émotion, ça c'est une nouveauté. Pour ceux qui voyagent un petit peu en Arménie, je pense que tout simplement pour indiquer combien les détails comptent aussi absolument, dans la vie quotidienne. Absolument, et notre association tient beaucoup à ces détails-là.
Alors, en Artsakh, vous avez actuellement, parce qu'on a parlé du passé, vous pouvez continuer à nous présenter les différents grands projets, parce que des petits projets, il y en a tellement certainement, mais quels sont les projets pour les années à venir, pour lesquels il faudra aller à la braderie, faire des dons, faire des achats, acheter des livres? On est quelques-uns à avoir vu l'école de Martakert, là, par exemple, qui nécessite vraiment que, y compris du point de vue sanitaire, mais les classes et le sanitaire qui nécessitent, mais j'allais dire comme toutes les écoles d'Artsakh et d'Arménie, qui n'ont pas été rénovées, qui nécessitent de réinvestir de l'argent pour créer des conditions pour les enfants, des conditions décentes, telles que nous on les vit et telles qu'on voudrait qu'elles soient vécues, comme pour nos enfants ici. Ou comme les enfants à Yerevan, parce que là, le sujet aussi, c'est une sorte d'équilibrer un peu la situation entre la capitale, même si dans la capitale aussi, il y a des problèmes. Avec une particularité, c'est que Chêne, dès sa création, nous avons fait le choix de travailler hors de Yerevan, c'est-à-dire dans les campagnes, parce que c'est là qu'il y avait le plus de besoins. Yerevan, c'est la vitrine, il y a des investissements malgré tout qui se font, il y a des écoles qui sont rénovées, mais nous, on essaye de travailler jusqu'à maintenant, depuis une trentaine d'années, une petite trentaine d'années, sur les campagnes. Donc la même chose pour l'Artsakh. On s'était investi sur les villages, enfin les bourgs ou villages Madaris, et puis Talish, et puis les choses ont été... Les événements ont fait que ce que nous avions prévu de rénover n'a pas pu être rénové par nous-mêmes. À Talish, par exemple, c'était le gymnase de l'école qui a été bombardé, qui est maintenant avec un bâtiment perforé. Mais j'ai vu des photos il y a peu de temps, des travaux qui ont été engagés à Talish. C'est extraordinaire, là. Mais là, c'est pas nous. C'est les autorités locales du Radabar qui ont décidé de retaper le village qui était, quand moi j'y suis allé, qui était désert, puisque c'était juste après la guerre. La guerre d'avril 2016, vous parlez, ou de... Oui, les derniers. La dernière guerre des 4 jours. Les 4 jours de guerre. Oui. Voilà. Mais là, j'ai vu, la vision du village de Talish aujourd'hui est remarquable. Par contre, malheureusement, c'est les émotions à l'envers, parce que ça, c'était il a fallu aller de Mataris à Talish. J'ai vu que pour accéder à Talish, il fallait passer par une espèce de grande tranchée qui avait été faite pour les voitures, pas pour éviter de se faire tirer dessus de l'autre côté. On est encore dans des situations extrêmement difficiles, et ça, c'est quand même notre quotidien. Là, ça s'est calmé depuis quelque temps. Oui. Depuis l'arrivée du nouveau gouvernement, les choses ont un peu changé. La confrontation s'est un peu calmée. C'est à souhaiter que ça continue. Mais il faut que les gens aient conscience que la situation pour les Radabartsi est quand même une situation difficile. D'ailleurs, j'en profite pour dire que les organisations Chêne travaillent en lien, mais elles sont autonomes. C'est-à-dire ceux du Volastan travaillent eux-mêmes en toute autonomie, et nous travaillons en autonomie, même si les projets se raccrochent souvent à ceux de Chêne Arménie. Mais nous avons eu des projets autonomes. Quand il y a eu la guerre, nous avions rapidement sollicité les gens que nous avions en correspondance pour voir comment nous pouvions aider les soldats qui se trouvaient dans des situations là aussi compliquées, c'est-à-dire des gens pas d'eau, pas de ravitaillement, à dormir à même le sol, etc., et être ensuite confrontés aux troupes azéries la nuit, etc. C'était extrêmement compliqué. Donc après avoir avoir fait une collecte substantielle malgré tout, nous avons décidé d'acheter des lunettes de vue pour protéger les soldats, de façon à ce qu'ils puissent voir la nuit quand ils étaient, assaillis par l'adversaire. Enfin, l'ennemi, là. Et donc, nous avons offert au gouvernement du Radabar, à l'armée, en fait, des lunettes de vue extrêmement sophistiquées que nous avons achetées à Moscou. Voilà. Donc, c'était notre contribution, si je veux dire, pour la défense des soldats. Simon Acharion. Oui, alors on a parlé des actions dans les campagnes avec d'autres associations que les nôtres. Je voudrais en citer 3 ici. Une qui est l'APEC, qui est l'Association pour les échanges et la coopération entre Lyon et Yerevan.
donc dont le président est Arthur Derderian, et qui nous a aidés au financement de matériel agricole dans les campagnes et les villages d'Arménie. Ils ont également essayé d'assurer la formation de paysans pour l'amélioration de leur connaissance rurale, notamment au niveau du vin biologique. Une autre association, c'est Ménez Ararat, qui se trouve en Bretagne. Ménez en breton, ça veut dire montagne. Ararat, c'est pas la peine de traduire. Ils se sont occupés d'un village plus que frontalier, là, qui s'appelle Andaramech, qui est vraiment au nord de l'Arménie, à l'extrême pointe. Mais c'est une association arménienne. Franco, oui. Avec beaucoup de Français Français d'origine arménienne et maintenant beaucoup d'Arméniens qui viennent d'Arménie. D'accord. Et donc ils ont participé pas à la reconstruction, mais à la mise en eau du village, la mise en eau d'eau potable. Sachant que jusqu'à il y a 2 ans, les femmes étaient obligées de faire 300-400 mètres avec leur seau sous les bras pour aller chercher 10 litres d'eau. Ils avaient été aidés d'ailleurs, entre parenthèses, par François de Rugy, qui est aujourd'hui le ministre de l'Environnement, et qui avait octroyé une petite subvention sur sa réserve parlementaire à l'époque. Ça n'existe plus aujourd'hui. La responsable du projet, c'était Josiane Boulogne. Et enfin, les gens avec qui on travaille le plus aujourd'hui, c'est l'UMAF également, au travers de leur opération Lunette annuelle. Donc on sait que chaque année, ils ont leur émission et ils fournissent entre 450 et 500 paires de lunettes à la vue des enfants et 1200, 1300 paires de lunettes de vue, des loupes en fait, pour les gens plus âgés. Chêne Arménie s'occupe de tout ce qui est logistique pour l'UMAF. C'est tout ce qui est logement et surtout l'aide au recueillement des informations concernant les enfants au travers des infirmières ou des instituteurs et institutrices locales. Voilà, donc le responsable d'opération, c'était Léon Artignan. Cette année, ça sera Bedros. Voilà. Donc je voulais leur tirer également. Alors il y a des actions communes aussi avec d'autres associations. Alors parlons de la braderie, parce que c'est de cela qu'il s'agit. C'est pour ça que nous avons souhaité, pour encourager tout ce que vous venez de dire, c'était encourager Chêne dans ses actions pour en faire encore plus. Eh bien, c'est très simple. Il faut que la braderie réussisse. Réussir, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une belle ambiance, mais aussi beaucoup d'achats. C'est-à-dire, il faut acheter ces produits artisanaux dont on a parlé. Il faut acheter des livres, parce que Chêne gagne de l'argent avec tout cela. Et vous, chers auditeurs, vous gagnerez tout ce que vous aurez acheté, parce qu'il s'agit de nourriture spirituelle et non spirituelle. Donc, Roman Esculchéan, parlons de la braderie. Donc, c'est les 10 et 11 novembre, avec un changement de lieu. Oui. Il s'agit de la Maison des Arts, 1 place Jeanne Rode, à Plessis-Robinson. Donc, parlons de ce changement d'abord, parce qu'il y a des gens qui sont des habitués de la braderie à l'école. Oui, effectivement, cette année, pour des raisons d'indisponibilité du collège, Samuel Mourat, nous avons donc choisi le beau et splendide cadre de la Maison des Arts au Plessis-Robinson. J'en profite aussi, avant de continuer sur la braderie, de remercier quand même la direction du collège Samuel Mourat de nous avoir pu nous accueillir pendant ces années, en espérant peut-être y retourner après. Enfin bon, on verra. Écoutez, bien sûr, on attend beaucoup de monde à cette braderie avec cette nouvelle date. Généralement, comment tous les ans, combien de personnes? Écoutez, très difficile de donner un chiffre, mais nous évaluons entre 1500 et 2000 personnes le passage à la braderie sur les 2 jours, sans oublier donc le dîner du samedi soir. Alors, on a parlé effectivement de l'artisanat, des projets évidemment et des réalisations que l'on montre à la braderie. Il ne faut pas oublier donc, avant de venir au grand, disons, stand des livres, qu'il y a également un stand de l'épicerie. L'épicerie qui est importante également dans la mesure où on parlait des artisans avec leurs produits que l'on achète en Arménie, mais on fait venir d'Arménie grâce à notre association Chêne des produits d'Arménie
comme les fruits séchés, comme les abricots, les cerises, les figues, etc., que l'association Chêne en Arménie donc produit. Donc ça c'est important. Il y a également des produits venant d'Arménie comme les jus de fruits. Et puis cette année, on aura une bonne surprise de dégustation du vin d'Arménie. Donc, je pense que c'est très important d'indiquer qu'il y a également ce volet-là. Alors, sans oublier évidemment que la braderie, comme nous le souhaitons, se déroule dans une ambiance de fête et de convivialité autour d'un bar buffet vous proposant donc les spécialités. En revenant donc à cette braderie, je reprécise, c'est les 10 et 11 novembre, à la Maison des Arts, 1 place Jeanne Rode au Plessis-Robinson. La Maison des Arts se trouve dans le prolongement du marché couvert du Plessis-Robinson. 2 points pratiques. L'accès à cette Maison des Arts peut se faire par le RER B et descendre à la gare de Robinson, d'une part, et d'autre part, à partir du pont de Sèvres, donc les personnes qui sont habituées à venir au collège, venez au pont de Sèvres et prenez le bus numéro 179 pour vous arrêter à la Cité des Jardins, tout proche de la Maison des Arts. Voilà. Donc ça c'est très important. Pas loin. Alors il y a des parkings et publics et payants, mais enfin autour de la Maison des Arts, il y a suffisamment de place pour se garer. Donc c'est le week-end prochain. Alors c'est le week-end prochain et je voulais avant d'aborder la partie livre avec disons citer les auteurs qui viendront donc dédicacer leur ouvrage, de ne pas oublier le repas du samedi soir. Ah oui. Qui est un moment également pour nous de convivialité, de rencontre avec nos amis. Évidemment, le repas est préparé par certains membres de l'association, par des amis de l'association, et évidemment avec l'aide depuis des années des amis du Yance Club. Très bien. Alors il y a un numéro de surtout, téléphone pour réserver vos places, c'est le 06 80 01 62 72, je répète, 06 80 01 62 72. Donc vous appelez Kenarik pour réserver vos places. Absolument, absolument. Alors, avant de passer à la longue liste des auteurs, cette année nous avons également fait une innovation, à savoir que nous avons lancé depuis l'année dernière un concours photo pour amateurs. L'année dernière, nous avions fait cette exposition en dehors de la braderie. Cette année, nous faisons cette exposition pendant la braderie. Et donc, nous avons quelques amateurs photographes qui nous ont envoyé leurs photos. Et le thème de cette année est la femme arménienne. Donc, ça veut dire qu'on peut acheter ces photos? Il y a non, un jeu? Non, c'est un concours avec jury. un jury, avec remise des prix, donc le dimanche après-midi. Donc, c'est un autre, disons, axe d'intérêt de notre braderie cette année. Très bien. Alors parlons des livres, parce que beaucoup de gens, je le sais, viennent. C'est une période riche en exposition de livres, que ce soit à la braderie ou ailleurs, pendant ces quelques semaines. Oui, nous avons depuis des années ouvert ce stand au départ très mineur, et qui devient d'année en année, et cette année particulièrement, très majeur au niveau de la présentation des livres. Alors évidemment avec de nombreux auteurs qui vont venir dédicacer. Je vais les citer. Déjà, avant de parler des nouveaux arrivants, oui. Quel est le nombre de livres exposés et mis à la vente environ? Alors écoutez, le nombre de livres, je ne sais pas, mais je peux vous citer le nombre d'éditeurs qui s'avoisine au niveau d'une trentaine d'éditeurs. D'accord. Trentaine d'éditeurs. Des livres en langue française majoritairement? Majoritairement en langue française. Nous n'avons pas encore, d'autant plus que nous essayons de nous concentrer sur l'actualité et non sur l'historique, etc., etc. Donc ça limite un petit peu notre champ d'une part, et on va peut-être, pourquoi pas, essayer d'élargir, mais ce n'est pas encore d'actualité. Alors,
pour cette année qui est vraiment très riche en actualité éditoriale, je vais vous lister les auteurs qui vont venir dédicacer, en espérant ne pas oublier un auteur. Alors, Anne Hanoun, Patilia Abrahamian, Haït Terarutunian, Oannes Ekinjian, Aram Kevorpian, Isabelle Kevorkian, Ara Krikorian, Méliné Le Priol et Chloé Rouverol, Armenoui Magardichian, Kenarik Menziljian, Pascal Maguessian, Claude Moutafian, Siranouche Palouian, Seta Papazian, Lorraine Topalian, Saténik Toufanian, Corinne et Richard Zarzabadjian, Hashmik Chahinian, Anaïd Donabédian, Daniel Garabédian, Taline Termination et Vaé Termination. Vous voyez donc le nombre d'auteurs qui viennent à notre braderie. Alors, je voulais ajouter quand même que... Alors, ce sont les auteurs qui, physiquement, seront présents. Absolument. On parle des gens présents. Des gens présents. On ne parle pas que des... non, oui. non, on ne parle pas que des livres exposés. C'est les auteurs qui viennent dédicacer, passer un moment de convivialité avec les visiteurs d'une part, et pouvoir également dialoguer et échanger avec les visiteurs. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de noms ne sont pas connus. Absolument. Et donc ça, c'est un plus, et ça nous fait, c'est un plaisir de voir qu'autant, parce que je me souviens toujours, il y a 20 ans, 10 ans, 15 ans, on se disait, mais y a-t-il un livre en arménien? Où est-ce qu'on peut trouver un livre, pas en arménien, sur les Arméniens en langue française? Et puis, il faut dire, ça a changé. Alors oui, effectivement, moi je pense que nous ne sommes pas les seuls, mais nous sommes un des, disons, acteurs et vecteurs de la vente de livres sur l'Arménie, sur l'arménien, etc. Oui, bien sûr. Alors j'ajoute parce que bon, c'est le retour que nous avons des auteurs, c'est que malgré, alors effectivement, jusqu'à l'année dernière, le stand de livres se déroulait dans le grand réfectoire au collège avec la musique, pas la musique, mais l'ambiance un petit peu brouhaha, etc. Mais les auteurs aimaient cette ambiance un petit peu de convivialité avec le bar et le buffet qui était à côté, les gens qui circulaient autour donc des stands de livres et profitaient un petit peu de cette ambiance de convivialité. Alors, j'ajoute que cette année, contrairement à ce qui se passait donc les années précédentes, c'est que tous les stands se trouveront dans une même et unique salle. Donc, très très grande salle où tous les stands, c'est-à-dire stands de l'Arménie, de l'artisanat, des livres, de l'épicerie et le bar-buffet se trouveront dans la même salle. Donc le dîner... Une vraie fête. Une vraie fête, oui. De toute façon, c'était toujours une fête. Hein. Bon, pour nous en tout cas, mais je pense que pour nos visiteurs aussi. Et j'ajoute que le dîner du samedi soir se trouve également dans la Maison des Arts, dans une salle au sous-sol. Voilà. Alors justement, l'ambiance pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui n'ont jamais été à la braderie, qu'est-ce qui s'y passe? J'y vais, qu'est-ce que je trouve? Des livres, des produits alimentaires, c'est tout? Je veux dire, comment encourager les gens? Qu'est-ce qui les motiverait en dehors de ces quelques ventes à faire? Ils peuvent trouver un peu de tout ce qui est représentatif de la communauté arménienne, c'est-à-dire de l'alimentation pour ceux qui n'ont pas, j'allais dire, un bahal un peu à la Toulka près de chez eux, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas dans les communautés telles que Clamart, ici les Moulineaux, Alfortville, Ardouville, ou Paris 9e à la limite. Ceux-là pourront trouver de l'alimentation, des boissons, etc., provenant d'Arménie ou provenant, pour certaines, de Grèce, hein, par exemple, pour les fromages, etc. Et puis, surtout, c'est l'occasion de voir, l'artisanat, c'est ça qui est exceptionnel, sur un même lieu, c'est l'artisanat d'Arménie, déjà payé. C'est-à-dire que vous avez un mini-vernissage à Paris. De qualité. De qualité, ouais, il faut l'ajouter. À ne pas confondre avec le vernissage, le simple vernissage de Yerevan. Oui. Et puis, des livres, il y a une librairie, Hovannes disait modestement qu'on est un acteur, je dirais maintenant on est un acteur majeur,
Parce que on a lancé cette opération il y a plus de 20 ans. Progressivement, elle a pris de l'ampleur. Et aujourd'hui, je dois dire que si on a autant d'auteurs, c'est parce que nous sommes sollicités par les auteurs et les éditeurs, parce qu'ils savent bien que c'est un lieu où les livres se vendent. Et on contribue de cette façon-là à promouvoir et de la culture arménienne, et de l'histoire, et du politique. Mais il faut rappeler, même si ça a été dit quelque part, que là, c'est les quelques dizaines d'auteurs qui seront présents physiquement, mais il y a énormément de livres qui seront mis en vente. Bien donc sûr. ça, c'est très important. Donc, le Tous choix ne est sont pas avec leurs auteurs. Voilà. Ouais. Simon Acharian, vous voulez ajouter? Oui, on parlait de vernissage. Bon, je voudrais revenir quand même à mes jeunes artistes là, qui en fait traduisent leur expression depuis la tradition arménienne jusqu'au vers le modernisme et même l'hypernaturalisme aujourd'hui. Bon, c'est un peu ésotérique pour les auditeurs, mais ce qu'il faut quand même savoir, c'est pour dire aux auditeurs que chaque fois que vous ferez l'acquisition d'une de ces œuvres, que ce soit des peintures, des sculptures ou des céramiques, et qui sont également modernes, puisque cette année on va exposer, y compris des foulards qui ont été conçus chez Toumo, et qui sont créés par une entreprise qui s'appelle Aldean. Donc ça, c'est également une nouveauté qu'on aura dans nos stands. Chaque fois que vous allez aider un jeune artiste, vous deviendrez en fait les mécènes de ces jeunes créateurs arméniens qui sont pétris de talent et qui sont l'avenir de l'Arménie et qui incarnent le renouveau de toute cette jeunesse arménienne. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'on compte effectivement sur la présence de nombreuses personnes et sur leur générosité pour permettre de continuer à bien tous les travaux que l'on avait entrepris jusqu'à aujourd'hui. Et Noël, c'est dans quelques semaines, donc il faut s'y préparer dès maintenant. Il faut faire un stock de cadeaux artisanaux d'Arménie, et Toumo est très à la mode actuellement, donc allez acheter des produits de Toumo pour encourager les jeunes de Toumo Arménie à produire et reproduire. Voilà. En rappelant que les jeunes de Toumo, en fait, ils ont entre 12 et 18 ans. Ce sont vraiment des jeunes. De la même manière, on peut avoir une réflexion sur les livres, parce que il y a nécessité que d'abord la communauté, mais pas seulement la communauté, achètent des livres, lisent des livres, pour que les éditeurs se dérident un peu. Enfin, maintenant, ils sont, je pense, déridés, et pour qu'ils produisent des livres, parce qu'il y a des auteurs. Et ceux qui pouvaient ne pas s'éditer auparavant, s'éditent aujourd'hui. Mais il faut encore encourager l'édition à produire de ce qui est autour de l'arménité. Alors, acheter des livres, c'est important. Les lire, c'est encore plus important, parce que plus personne ne peut dire aujourd'hui, je n'avais pas les moyens, je ne lisais pas l'arménien, donc je connais pas l'histoire de mon peuple. Il y avait pas accès aujourd'hui à tout ce qu'il faut en dehors de Internet. Il y a d'excellents auteurs, il y a des livres qui sont extraordinaires. Je pense à celui de Tallinn Termination, dont on dit aujourd'hui que c'est un livre fabuleux, un roman pour une historienne. Et donc tous les autres, bien entendu. Il y a même les livres de notre collègue d'IPFM, Angela Sarakian, qui se trouve à Chênes, donc à la braderie, et plein d'autres auteurs qui seront présents donc les 10 et 11 novembre à la Maison des Arts, place Jeanne Rode à Plessis-Robinson. Donc pour le repas, un numéro de téléphone 06 80 01 62 72 pour réserver vos places auprès de Knarik. Et que dire d'autre si ce n'est que chaque achat est une contribution au développement de l'Arménie, à l'aide d'une famille, d'un gamin, d'un artiste, d'un écrivain, d'un villageois qui regarde vers la diaspora et qui se dit comment cette diaspora peut nous aider. Évidemment, c'est pas forcément en envoyant de l'argent, mais en achetant les produits, la production de la population d'Arménie, pour les encourager à produire plus, pour nous encourager nous-mêmes à acheter encore davantage, pour que cette solidarité arménite-diaspora se transforme en acte au-delà des paroles. Un dernier mot, Simon Acharian. Oui, un dernier mot, on a parlé donc de nourriture spirituelle, mais il y a également le problème de la santé, on l'a évoqué. Juste un chiffre pour finir, en tout cas pour moi. Neskin Pazmapest, au départ, c'est-à-dire il y a 10 ans, c'était entre 10 et 12 consultations par jour.
Aujourd'hui, du fait de la notoriété acquise, les gens ne vont plus à l'hôpital Attali, ils préfèrent aller à Neschkin-Pas-Bapest, et le nombre de consultations est passé de 12 à plus de 40 chaque journée. Grâce au professionnalisme des gens là-bas, mais surtout grâce aux moyens que l'on a pu leur offrir, grâce à la braderie, donc grâce aux dons des donateurs qui viennent nous aider chaque année. En tout cas, EPFM vous soutient et cette émission est l'expression de ce soutien pour dire que ce que vous avez commencé il y a 20 ou 30 ans, aujourd'hui prend forme, prend de l'importance, de l'ampleur, et nous sommes là pour tous les ans soutenir Chênes dans ce travail et surtout cette belle équipe dans leur effort bénévole à contribuer au développement de l'Arménie. Merci à vous, donc Ohan Toufanian, Simon Acharian et Ovan Esculchéan, représentants, pas les seuls, mais représentants aujourd'hui autour de cette table de l'association Chênes France. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Merci. Une émission proposée par Hype FM.